BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et notre invité, c'est Hans Persons, qui est l'échevine de l'urbanisme et des espaces publics, également de l'enseignement néerlandophone, si je ne me trompe pas, pour la ville de Bruxelles. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voudrais qu'on parle d'abord du co-living, si vous voulez bien. C'est une grande tendance qui est en train d'apparaître sur le marché de l'immobilier. En résumé, co-living, on loue une chambre dans un appartement ou dans une maison partagée. Il y a quelques services qui sont associés à la chambre. C'est le nouvel Airbnb qui est en train de débarquer à Bruxelles ? Je vais peut-être un peu expliquer ce que c'est, parce que je vois qu'il y a pas mal de confusion et les gens pensent que voilà, c'est une colocation classique, parce que ça on connaît depuis très très longtemps. Quelques étudiants qui louent un appartement ensemble pour y vivre, pour épargner des frais, ou des gens qui font du co-housing, qui achètent à plusieurs une immeuble et le divisent en appartements. C'est pas du tout ça. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui achètent des grands immeubles et qui sous-louent des chambres avec des pièces en commun. Et c'est en effet avec toute une série de services, donc ça s'approche un petit peu à l'hôtelier, et c'est eux, les sociétés, qui choisissent les locataires. Et c'est toujours 3 mois, 1 an, des contrats vraiment de très très court terme. Et c'est un peu, on appelle ça colocation de luxe, parce que ça ressemble vraiment un peu à l'hôtel, et c'est assez trendy, et c'est surtout un public un peu jeune, expat, et aussi dans certains quartiers qui sont plutôt jeunes expats. Ouais. On sent qu'il y a un enjeu financier derrière, parce qu'il y a un certain nombre de sociétés étrangères qui sont en train de se lancer sur ce marché à Bruxelles. Pourquoi est-ce que ça vous gêne et pourquoi est-ce qu'il faut l'encadrer ? Jusqu'à maintenant, ça se fait sans permis. Donc, on constate que parfois des immeubles entiers, des maisons de maître sont divisées en 20 chambres, mais les sociétés considèrent que ça reste un immeuble entier familial et ne demandent donc pas de permis. Et ça nous pose problème, parce que normalement, des divisions en appartements, il faut toujours demander des permis, et ça nous permet aussi d'avoir une vue dessus. Nous, on veut surtout protéger le logement dans le centre-ville. C'est vraiment une lutte pour avoir du logement abordable, à des prix abordables dans le centre-ville, et ça devient de plus en plus compliqué. Vous avez parlé des Airbnb. Là aussi, au début, la philosophie, c'était une bonne philosophie, c'était avoir un sofa et quelqu'un qui couche dessus quelques nuits. Mais très vite, les sociétés se sont jetées dessus, ont acheté des appartements entiers et ont mis les locataires dehors pour y mettre des touristes. Et ici, on constate un petit peu la même dynamique. En soi, c'est pas quelque chose qui est grave, mais si des sociétés se jettent dessus et ça devient un produit financier, c'est des immeubles entiers qui sont achetés et divisés en petits cotes, c'est un beaucoup plus grand rendement, et ça fait que ces logements sont plus abordables pour le plus grand public. Ouais, donc là, votre volonté, c'est donc de protéger la capacité de location pour les Bruxellois eux-mêmes, en tout cas pour ceux qui résident à l'année en région bruxelloise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir imposer des permis d'urbanisme pour tous ceux qui se lancent dans cette activité, à partir du moment où c'est effectivement une activité tout à fait économique ? Oui, et peut-être encore quelque chose que je souhaite dire, c'est que les prix par chambre dans un co-living de luxe, c'est souvent 700, 800, 1000 euros. Donc, c'est là où est le rendement, parce que... Oui, c'est pas la même chose qu'une location classique pour une chambre. Non, ouais. Parce que, et souvent aussi, les colocations, c'était justement à plusieurs pour avoir un prix par chambre qui était plus bas. Ouais. Donc, on est dans une dynamique. Donc, on n'est pas dans les codes pour étudiants, on est vraiment dans autre chose. Oui, ouais. C'est complètement autre chose. Ouais. Mais donc, concrètement, il faudra un permis d'urbanisme dès qu'on se lance dans cette activité ? Oui, donc dès que c'est plus que 5 chambres, et la plupart du temps c'est entre 8 et 20 chambres, il faut demander un permis d'urbanisme. Ça nous permet aussi d'avoir un avis des pompiers, parce que c'est que des chambres fermées à clé, donc il faut vraiment que les pompiers savent jeter un œil dessus. Et on souhaite aussi protéger le logement, donc on ne veut pas l'accorder quand c'est dans du logement classique, on veut protéger le logement classique, mais il est réel qu'il y a une demande pour ce type de colocation de luxe, mais nous on le voit plutôt dans tout ce qui est reconversion, c'est-à-dire des bureaux, des immeubles de bureaux qui sont vides, des anciens hôtels. Là, des reconversions vers du co-living, ça nous semble plus souhaitable que dans le logement classique qu'il faut protéger, justement parce qu'il y a une énorme pression dessus, et ça doit rester abordable pour les familles de trouver des appartements à Bruxelles. Ouais, donc l'idéal, ce serait d'avoir une réglementation à l'échelle de la région, j'imagine. Vous avez décidé à Bruxelles, et je pense que d'autres communes se joignent à vous, de ne pas attendre que la région légifère, exact ?
Oui, ici, c'est des recommandations, c'est-à-dire que ce n'est pas contraignant, mais ça montre qu'à Ixelles, à Saint-Gilles et à la ville de Bruxelles, dans la phase du permis, ça montre qu'est-ce qu'on va accorder comme permis et qu'est-ce qu'on ne va pas accorder. Mais idéalement, c'est une législation qui doit être traitée par le RRU, donc le règlement de l'urbanisme régional, mais il y a un update qui est en cours et qui va se faire dans les années à venir, mais pour nous, parce que la demande des co-living de luxe est tellement forte maintenant, on voulait venir déjà avec quelque chose en attendant cette législation régionale. Il y a une vraie inquiétude de votre part? C'est plusieurs phénomènes à chaque fois qui mettent cette pression sur le marché et qui font... Tout comme l'Airbnb, ici, ce co-living de luxe, c'est des produits tellement rendables qui font en sorte que des logements, des appartements sont plus disponibles sur le marché et font monter les prix. Et aussi, et ça, souvent, on voyait ça de plus en plus, plusieurs familles qui se mettent ensemble pour acheter une grande maison de maître et après la subdiviser en appartements. S'ils doivent concurrencer avec des sociétés qui, comme Cohaps, ont recoté 58 millions, ils ne savent plus le faire. Et donc, parce que les sociétés ont des budgets complètement dans un autre registre. Donc, pour nous, c'est garder des loyers et des prix. Et si ces sociétés de co-living disent OK, on peut plus venir au centre-ville de Bruxelles ou sur Ixelles ou sur Saint-Gilles, mais c'est pas grave, on va aller s'installer à Etterbeek ou à Woluwe-Saint-Pierre, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut une réglementation régionale. Et aussi, on dit c'est pas qu'on est complètement opposé parce qu'il y a une réelle demande, mais on veut pouvoir donner des permis et on le voit plutôt dans tout ce qui est reconversion. On dit souvent, il y a tellement de bureaux, des immeubles bureaux qui sont vides, pourquoi pas le développer dans ce type d'immeuble. Alors, il y a un autre dossier qui est à la une de l'actualité avec vous, en personne, c'est le dossier des rampes du Palais de Justice. On sait qu'on a interdit le parking sur ces rampes du Palais de Justice. Ça provoque beaucoup de crispation du côté des commerçants. Alors on sait qu'il y a des propositions qui ont été faites aux commerçants pour trouver d'autres solutions. Ils vont notamment pouvoir stationner en partie sur le parking des magistrats. On va proposer aussi un tarif préférentiel dans les parkings souterrains. Est-ce que ce dossier-là, il est en train d'être résolu pour vous? Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place du parking sur les rampes du Palais de Justice? Je pense que c'est toujours un choc quand il y a un parking qui disparaît, bien que c'était un parking illégal à l'époque. Je pense réellement que dans quelques années, ça va être quelque chose comme la Grande Place. Comment on a pu accepter que sur un élément une place tellement patrimoniale, on a pu mettre des voitures pendant tellement longtemps, parce que c'est quand même vraiment l'entrée du Palais de Justice. Et cet été, on avait lancé un appel à projet. Donc, il y a plusieurs organisations qui vont développer des activités sur ces rampes et qui vont déjà tester plusieurs utilisations. Donc, ils sont juste, à l'heure actuelle, ils sont en train de... Ils sont en train de s'installer. Oui, voilà, ils sont en train d'installer... Il y en a 5. Ouais. Il y en a qui installent du mobilier urbain, des bancs avec de la verdorisation. Il y en a qui vont tester un peu des techniques carottage, ça s'appelle, pour ouvrir à certains endroits pour essayer de planter en plein air. Il y a une maison de jeunes des Marolles qui va organiser une plage. Il y a l'atelier de vélo déjà qui va ouvrir demain. Donc, toute une série d'activités. Il y a un mur d'escalade aussi, si je ne me trompe pas. Mur d'escalade aussi, oui, tout à fait. Et donc, ça va vraiment être un endroit qu'on a rendu aux habitants parce que c'est un quartier qui est très, très dense. Aux habitants ou un peu aux touristes aussi? Parce qu'on sait qu'autour du Palais de Justice, il y a beaucoup de passages et beaucoup de promenades. Ici, je sais qu'auprès des associations des habitants, c'était quand même un peu une crainte d'éviter que ça soit vraiment quelque chose qui devient un peu une attraction touristique. Mais je pense qu'on a vraiment fait l'effort aussi dans le choix des projets, que c'est des organisations de quartier qui vont faire des animations de quartier. Bien sûr, s'il y a des touristes qui passent, ils peuvent aussi en profiter. Mais dans le choix des activités, c'était vraiment pour les habitants qui manquent des espaces publics dans leur quartier. Ouais, donc c'est fait avec les habitants du quartier, avec les habitants des Marolles. Oui, c'est vraiment beaucoup d'associations qui travaillent avec les habitants des quartiers. Et c'est pas non plus, parce qu'on parle d'une plage, c'est une maison de jeunes qui va monter la plage. C'est pas la plage que fait Brussels Major Event à côté du canal. C'est pas le même type de plage. C'est pas Bruxelles-les-Bains. Non, c'est autre chose. Ici, c'est vraiment pour le quartier et ça nous permet aussi de tester certaines choses en vue d'un aménagement définitif. Alors voilà, c'était la question suivante que j'allais vous poser. Ça, c'est pour l'été. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir sur ces rampes du Palais de Justice? Qu'est-ce qu'on va mettre comme aménagement?
Voilà, il faut savoir aussi qu'il faut encore rénover les façades. Et donc, une fois que la façade... Le secrétaire d'État en charge de la régie des bâtiments, Mathieu Michel, a promis qu'un jour, on verrait un palais de justice sans échafaudage. Et j'y crois vraiment. Bon. Parce qu'il est vraiment derrière. Et maintenant, ça bouge vraiment. Et donc, on a des très bons contacts avec lui. Et donc, on essaye vraiment de faire tout ça ensemble, ville et État fédéral. Et donc, on va essayer, maintenant cet été, après l'été, on fait déjà des études plus de stabilité pour pouvoir préparer un cahier de charges qui sera envoyé aux sociétés pour développer un projet d'aménagement. Mais l'aménagement réel peut ne continuer une fois que les échafaudages pour rénover la façade Mais sont vous partis. voyez quoi comme aménagement? On va mettre quoi? On va mettre, ce sera de l'espace vert, ce sera des lieux ludiques, ce sera un parcours sportif, ce sera du commerce, ce sera des buvettes. Ça, c'est à voir vraiment avec tous les utilisateurs. Donc, c'est aussi avec les magistrats qui sont dans le palais, avec les habitants, avec les organisations. Je pense que c'est surtout, en premier lieu, une question de rénovation, parce que les rampes sont en mauvais état. Et donc, c'est du patrimoine. Il faut restaurer ce patrimoine. Il faut voir où on peut restaurer. Il faut y mettre du mobilier. Et déjà, il ne faut pas le remplir avec trop de choses, parce qu'en soi, c'est déjà un lieu magnifique. Alors, un petit mot sur le centre-ville, le piétonnier. L'aménagement est pas encore tout à fait achevé, mais ça avance. Vous êtes contente de ce qui se passe sur le piétonnier, ce grand dossier lancé par Yvan Mayer, repris par Philippe Claus et qui a fait couler tant d'encre? Moi, je suis très contente, oui. Je trouve que ça fonctionne et que maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui va redemander le retour des voitures. Et parfois, même sur mon propre Facebook, on a encore ces images qui reviennent de toutes les voitures, toutes les voiries. Ça manque pas encore un petit peu d'aménagement et de verdure? Mais au niveau verdure, je pense qu'on a fait tout ce qui était possible. Donc, il y a ces petits jardins dans la partie plus au milieu, entre la place de Brouckère et la place de la Bourse. Sur la place de Brouckère, on a planté plusieurs arbres. Encore récemment, on a vraiment, quand la varie qui était encore utilisée pour les voitures pour aller au parking était désaffectée, on a encore planté plein d'arbres en plus. Il faut savoir qu'au niveau sous-sol, il y a un tram qui passe, donc c'est pas si évident que ça. Donc partout on a planté les arbres. Je pense qu'au côté place de la Bourse, il y a encore moyen, quand on va faire les abords de la Bourse, pour planter encore beaucoup plus. Mais c'est une réussite dans son utilisation. Quand on voit le nombre de gens qui s'y baladent, et c'est vraiment des gens de tous les quartiers de Bruxelles. Donc, c'est un endroit qui est accessible à tous et à toutes. Et ça j'aime bien. Ouais. Dernière question. On parle beaucoup aussi du quartier du Pont Van Praat. Qu'est-ce qui va se passer dans ce quartier-là à l'échelle de 2 ou 5 ans? Ça, c'est vraiment encore un tout autre projet. Ouais. Donc, ça, c'est l'entrée de Nederhove-Rijnbeek, vraiment. C'est une zone sur laquelle on a lancé un master plan pour... c'est un terrain vague à l'instant, mais un très, très grand terrain à côté de... Ça, c'est une école que certains gens connaissent peut-être au Croisé des Chemins. Ouais. Et on va développer là-bas... On va mettre du logement. Du logement, oui, des écoles, des infrastructures, mais on part vraiment de l'espace public. Donc, on va aussi y créer un parc. Il faut savoir aussi que de ce côté de Nederhove-Rijnbeek, la Douce va être déplacée. Et donc, toutes les varies à haut trafic vont être côté palais. Mais ça nous permet, de côté Nederhove-Rijnbeek, d'avoir beaucoup plus de verdurisation. Et ça va vraiment complètement changer l'entrée de Nederhove-Rijnbeek. Il y a certains riverains qui s'inquiètent quand même en se disant « Nous, on ne veut pas trop de logements, sinon ça va devenir infernal pour nous ». Vous pouvez les entendre ou pas? À cet endroit très spécifique, je trouve qu'ils n'ont pas raison. Je sais qu'il y a eu beaucoup de constructions à Nederhove-Rijnbeek et je pense qu'il faut vraiment identifier à Nederhove-Rijnbeek les endroits où on construit encore ou où on ne construit pas. Mais là, sur cette zone, à l'entrée de Nederhove-Rijnbeek, qui est vraiment un terrain vague, et sur la façon qu'on l'a fait avec un master plan, partant de l'espace public, aussi avec une réflexion sur l'eau, parce qu'il va y avoir des zones marécageuses, parce que c'est une zone très marécageuse, donc vraiment des zones tampons, on va regoter l'eau de pluie et tout ça. C'est tellement bien réfléchi du logement là, c'est vraiment une très très bonne chose, parce qu'il faut savoir aussi que le logement reste une question essentielle.
Mais ça ne veut pas dire que partout ailleurs à Nederburg, il faut continuer à construire. Mais à cet endroit-là, oui, vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Hans Persson. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait le tour de plusieurs dossiers qui concernent la ville de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes l'échevine de l'urbanisme et de l'espace public, membre du parti Vooruit, on disait autrefois le parti socialiste flamand, pour ceux qui ont raté le changement de nom. Un dernier petit mot? Vous avez envie de dire quelque chose? Non, c'est très merci. bien. Merci à vous.